J'ai compté 182 nouveautés en 2 semaines, vous avez bien entendu, je ne me suis pas trompé, j'ai même compté 2 fois, c'est 2 fois plus que d'habitude, on sent que la conférence AWS reInvent approche. Dans cet épisode, je vais parler d'Amazon EC2, de 3 nouveautés côté EBS, de 2 en matière d'analyse de données, je vais parler d'intelligence artificielle générative évidemment, et puis d'un tout nouveau service lancé aujourd'hui au moment où j'enregistre ce podcast, soit le jeudi 16 novembre 2023. C'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter tous les vendredis. Une semaine sur 2, vous savez, c'est l'actualité AWS. Et puis une semaine sur 2, on parle de retour d'expérience avec nos clients et nos partenaires. Vous nous écoutez sur toutes les bonnes applications de podcast, Amazon Music, évidemment, mais aussi Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et j'en passe des meilleurs. Abonnez-vous, comme ça tous les vendredis matin, vous recevrez le nouvel épisode dans votre smartphone, dans votre lecteur de podcast. Il va être long cet épisode, je vais essayer de pas trop parler parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, je vous l'ai dit, 182. J'en ai épinglé une dizaine à peu près à vue de nez comme ça, je n'ai pas compté. Et uniquement celles qui ont fait l'objet d'un blog post de Jeff Barr ou de l'équipe autour de Jeff Barr, à une exception près, je crois. Mais je n'ai pas été plongé dans la liste des AWS What's New. Je vous dis, plus de 180 nouveautés en 15 jours. Premier, c'est un anniversaire que nous fêtons cette semaine. C'est le 15e anniversaire d'Amazon CloudFront. Vous savez, le service de Content Delivery Network. Je ne pensais pas qu'il avait 15 ans. On l'a lancé en 2008. Je ne vais pas vous faire l'évolution. Mon collègue Danilo, qui a écrit le blog post, a fait un très bon job pour faire ça. Un article super intéressant avec les moments clés, les nouveautés et puis le futur également de CloudFront. Si vous êtes dans le Content Delivery Network, allez jeter un coup d'œil sur ce post. Quelques nouveautés qui touchent EC2 et la première peut toucher vos applications. C'est un changement qui peut casser certaines de vos applications, donc il faut y faire attention. À partir de maintenant, quand vous lancez des instances EC2 dans la console, c'est le service de metadata version 2 par défaut. Alors le service de metadata, vous savez, c'est ce petit serveur web intégré à l'hyperviseur qui donne des données, des métadonnées sur l'instance. Toute application qui tourne sur l'instance, tout code qui tourne sur l'instance peut faire une requête HTTP sur 169.254, 169.254 et obtenir la région où tourne l'instance, ou plus intéressant, des clés d'accès temporaires passées par une instance profile, un rôle, des permissions que vous associez à l'instance. Depuis 2019, il y a la version 2 de ce metadata service qui est disponible, donc ça fait quand même plus de 4 ans maintenant. Et qu'est-ce qu'il a de différent, ce service version 2 ? Il offre une autre couche, une couche complémentaire de sécurité en travaillant en mode session. C'est-à-dire que si vous voulez interroger le metadata service, vous devez d'abord aller chercher un token qui a une durée de vie temporaire. Et puis, dans toutes vos requêtes au metadata service, vous devez inclure ce token. Donc à partir de maintenant, novembre, quand vous lancez des nouvelles instances avec la console, il n'y a plus que le IMDS, donc l'instance Metadata Service V2 qui est disponible, le 1 ne sera plus disponible. À partir de février, on vous donnera accès à un outil qui va permettre de voir s'il y a encore des instances qui utilisent du service V1. Et à partir de milieu 2024, tous les nouveaux types d'instances, donc les nouvelles familles, les nouveaux types d'instances, ne supporteront plus que IMDS V2. Et puis je suppose que plus tard, après fin 2024 ou 2025, au moment où on va déprécier IMDS V1, c'est quelque chose qui pourrait arriver également. Donc si vos applications utilisent l'instance Metadata Service, vérifiez que vous utilisez bien la V2. L'autre nouveauté qui concerne le C2 concerne l'autoscaling. Jusqu'à présent, quand vous utilisez autoscaling pour faire des rollouts, des déploiements de nouvelles applications, de nouvelles EMI par exemple, vous ne pouviez pas contrôler l'ordre dans lequel l'autoscaling allait remplacer les instances. C'est-à-dire, souvent il terminait les instances d'abord et puis il lançait une nouvelle et donc ça peut laisser un petit gap de disponibilité dans votre application qui a moins de capacité qu'à la normale pendant qu'une instance démarre et s'enregistre auprès des load balancers, etc. Donc on a changé autoscaling. Maintenant il y a une policy en plus qui s'appelle Instance Maintenance Policy
où vous pouvez dire à Autoscaling de d'abord démarrer des nouvelles instances avant d'éteindre les nouvelles. Je crois que c'est une des plus vieilles demandes clients qui existait autour d'Autoscaling. Ben voilà, c'est possible depuis le 15 novembre. 3 nouveautés qui concernent Amazon EBS, rapidement. Une qui concerne les snapshots. Vous savez, un snapshot EBS, c'est consistant au niveau du disque, évidemment. C'est pas nécessairement consistant au niveau des applications. Si vous avez une base de données qui tourne sur EC2 et que vous faites un snapshot, ben, il faut d'abord dire à la base de données de flusher, de vider ses buffers et d'écrire tout sur disque avant de faire le snapshot. Data Lifecycle Manager, c'est un service qui permet très facilement de pouvoir prendre des snapshots et stocker des snapshots et gérer un historique de snapshots pour des volumes EBS. Et bien maintenant, dans Data Lifecycle Manager, vous pouvez exécuter un script avant ou après de prendre le snapshot. Et donc, vous pouvez dire à votre application de vider ses caches en mémoire sur disque avant de prendre le snapshot. Ça, c'est la première nouveauté pour EBS. Tant qu'on parle des snapshots EBS, les snapshots ont toujours été privés, évidemment, mais vous pouviez, si vous le choisissez, les rendre publics ou les partager entre plusieurs comptes. Et bien, un peu à l'instar de ce qui existe sur S3, maintenant il y a un réglage global au niveau du compte qui dit je bloque le partage de snapshot. Donc pas de snapshot public. Ça s'active une fois pour toutes au niveau du compte, et donc même si quelqu'un fait une erreur de programmation, de script ou quoi, il n'est plus possible, si vous avez activé cette option, de partager par erreur un snapshot. Ça existait déjà sur S3, et voilà qu'on le porte à EBS. Et de façon similaire, aussi inspirée par ce qui existe sur S3, il y a moyen de bloquer des snapshots maintenant. Dans certains métiers, dans certaines branches de l'industrie, vous devez garder des snapshots pour des raisons de conformité, en mode warm, write runs, read many, et vraiment assurer qu'il n'y ait pas moyen d'écrire sur ces snapshots parce que vous devez garder une copie du système tel qu'il était à telle date. Et donc maintenant, depuis aussi le 15 novembre, il est possible de faire un snapshot lock, c'est-à-dire de bloquer un snapshot pour qu'il n'y ait pas moyen de l'effacer. Et vous choisissez la durée du snapshot entre 1 jour et 100 ans. 100 années pour bloquer vos snapshots sur votre compte AWS. Toujours dans le monde de la donnée, mais de la grande donnée, beaucoup de données maintenant, un 0 ETL entre Amazon Aurora, MySQL et Amazon Redshift. Donc les ETL, vous savez, c'est ces pipelines de transformation, de chargement des données. Quand vous avez des données, je sais pas, live transactionnelles par exemple dans Aurora et que vous voulez créer un cluster d'analytique plutôt pour du reporting sur Redshift, et bien maintenant il y a une intégration built-in sans ETL directement entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a moyen de répliquer les données d'Aurora MySQL sur Redshift en direct, sans rien mettre entre les deux. C'est un service entièrement managé et qui supporte des très hauts niveaux de transactions, puisque Redshift est capable de processer, de traiter plus d'1 million de transactions par minute, à peu près l'équivalent de 17,5 millions de insert, update, delete, qui vient d'Aurora ou de plusieurs bases de données Aurora vers un cluster Redshift. Et de traiter ça à des rythmes, pardon, j'en perds mes mots, assez incroyables. Donc si vous devez exporter des données de Aurora vers Redshift, considérez le 0 ETL intégration en temps réel, un nouveau service entièrement managé. Et dans le monde de la Big Data également, il y a Glue Data Catalog maintenant qui supporte la compaction automatique de tables Iceberg. Vous savez, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser des data lakes pour faire du transactionnel aussi, d'aller directement faire des updates et des deletes dans des tables sur S3 pour avoir un data lake qui soit synchro et à jour avec vos données transactionnelles. Mais quand on fait beaucoup d'updates et de deletes sur des tables, il y a des formats qui permettent de faire ça, comme le format Apache Iceberg. Mais quand on fait beaucoup de transactions, bien, ça crée chaque fois des petits fichiers, ça split les fichiers sur les parties qui sont modifiées, et donc à la fin on se retrouve avec beaucoup de petits fichiers, ce qui n'est pas efficace pour faire des queries, et notamment des scans de table par exemple. Et donc un des jobs que vous mettiez souvent en place, c'était un job de compaction, d'ETL justement, on parlait d'ETL avant, où vous deviez vous-même démarrer une instance EC2 et d'écrire du code et puis gérer tout le schmilblick pour s'assurer que ce job termine et qu'il soit réessayé en cas d'erreur, etc. Bien maintenant c'est automatique, c'est juste une option à cocher quasiment dans la console de Glue Data Catalog, et on s'occupe automatiquement de la compaction de vos tables
Apache Iceberg. Avant de passer à du plus lourd, une petite news qui mange pas de pain mais qui m'a fait plaisir, c'est Amazon SQS qui change son protocole sur le câble. Donc la manière dont le SDK parlait au endpoint SQS, c'était tout à fait transparent pour vous, vous le voyez pas, c'était avec de l'XML parce que SQS est un des plus vieux services AWS, il a été lancé il y a 17 ans, 18 ans, 17 ans je pense, ouais, en juillet 2006, donc il y a 17 ans, et à l'époque on faisait des API avec de l'XML et pas du JSON. Eh bien voilà, maintenant SQS utilise JSON comme format au niveau de l'API. Alors pour vos applications, c'est tout à fait transparent, il suffit de passer sur le dernier SDK, c'est le SDK qui va faire le JSON pour parler au serveur SQS. Mais pourquoi c'est important de le savoir? Parce que c'est plus facile en général, c'est plus performant, ça utilise moins de mémoire et moins de CPU de parser du JSON que de l'XML, donc pour vos applications embarquées, vos applications IoT par exemple, ou vos applications mobiles, c'est bon savoir que le footprint en mémoire et en CPU sera un tout petit peu moins élevé. Et puis JSON est un poil plus compact aussi qu'XML, moins chatty, moins verbeux, donc ça consomme moins de bande passante et ça réduit un peu la latence au niveau du réseau, ce qui encore une fois est bon pour les scénarios où vous utilisez SQS à gros volume. Bedrock a des nouveaux modèles, des Large Language Models. Vous savez, Bedrock, c'est ce service entièrement managé qui vous permet, vous, développeurs, d'interagir avec des Large Language Models, ceux de Cohere, ceux de Anthropic, ceux d'Amazon, et maintenant ceux de Meta également, puisque Llama 2, le fameux modèle Large Language Model de Meta, vient d'arriver sur Bedrock. C'est super simple à utiliser. C'est franchement un appel d'API dans vos applications. C'est moi qui ai écrit le blog post et je vous donne un exemple en Python, parce que tout le monde qui fait de l'IA fait du Python, mais juste pour le fun, je vous le montre en Swift aussi. Vous pouvez mettre ça dans votre application iOS ou macOS et appeler des Large Language Models et donc profiter de la génération de texte dans vos applications. Il y a plein de use cases pour ça. Donc les modèles de Meta, le modèle Llama 2, le 13 milliards, celui à 13 milliards de paramètres est maintenant disponible sur Bedrock. Et de nouveaux modèles côté Cohere également. Cohere fait aussi des modèles de génération de texte. Il y avait déjà Command, maintenant il y a Command Lite qui est ajouté. Et puis il y a un modèle d'embedding aussi. Embedding, vous savez, ce sont ces vecteurs qui portent de la signification, deux objets, deux images, deux textes qui parlent de la même chose, génèrent des vecteurs qui sont proches dans un espace vectoriel, proches l'un de l'autre dans un espace vectoriel. Donc générer des vecteurs, des embeddings à partir de texte ou à partir d'images, c'est super important pour faire de la recherche sémantique par exemple, ou pour aller chercher des documents ou des segments de documents qui sont pertinents par rapport à une question posée par un utilisateur pour pouvoir augmenter le contexte que vous passez dans la question à un Large Language Model. Ça, ce sont les cas d'utilisation des embeddings. Et Cohere a un très très bon modèle, deux très très bons modèles, un modèle anglais et un modèle multilingue pour générer des embeddings. Donc si vous avez besoin de faire de transformer des textes en vecteurs, de stocker des documents dans des bases de données de vecteurs pour de la recherche sémantique, jetez un coup d'œil à Amazon Bedrock et ses nouveaux modèles Cohere Embed. AWS Resource Explorer, c'est un service qu'on a lancé il y a quelques années qui vous permet de chercher des ressources, des instances EC2, des réseaux dans votre compte AWS. En gros, c'est une grosse base de données en interne avec toutes vos ressources cherchables. Comme ça, vous ne devez plus chercher à travers 15 000 régions, tiens, où se trouve cette instance-là, ou etc. etc. Une demande client très courante pour Resource Explorer était de pouvoir rechercher en un seul endroit des ressources sur plusieurs comptes dans une organisation. Et bien voilà, c'est fait. Vous pouvez maintenant créer une vue multi-compte de vos ressources au niveau d'une organisation et rechercher des ressources comme des tables DynamoDB à travers plusieurs régions. Et je terminerai ce podcast qui finalement n'est pas beaucoup plus long que d'habitude, parce que j'ai parlé plus vite et j'ai peut-être été moins dans les détails des annonces que je couvrais également, avec un tout nouveau service qui donne envie de jouer avec, déjà par le look, c'est sympa, il a un petit côté rétro comme ça, des années 80, s'il y avait des applications web dans les années 80. C'est un service qui s'appelle PartyRock et qui permet à n'importe qui, mais je dis bien n'importe qui, de créer des applications
qui se base sur du Large Language Model pour générer du texte ou générer des images. Vous définissez sans rien coder le type de box que vous voulez. C'est un concept un peu comme des portlets si vous avez travaillé avec des portals, des petites box web, et vous définissez, ça c'est une box input, ça c'est une box d'output, mais vous donnez dans la définition de la box les consignes à donner au Large Language Model, et dire voilà, tu prends l'input de la box là et tu me fais, dans l'exemple qui est sur la page d'accueil du site web, tu me fais un poème japonais, un haïku, avec les deux concepts qu'on t'a passés. Et puis vous mettez à côté une troisième box qui dit tu prends le haïku là et tu génères une image qui représente cela. Donc c'est un enchaînement de prompts préfabriqués et certains laissés à la liberté de l'utilisateur, et qui vous génère une application web. Et une fois que vous avez l'application web, vous avez une URL que vous pouvez partager avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues de bureau. C'est entièrement gratuit pour le moment. Je dois avouer qu'il est marqué dans le FAQ que ça ne restera pas gratuit. Pour le moment, c'est entièrement gratuit. Vous n'avez pas besoin de compte AWS pour utiliser PartyRock. Vous faites un signing avec votre compte Google, votre compte Apple ou votre compte Amazon Retail évidemment. Et puis voilà, vous êtes parti. Il y a quelques exemples. Il y en a un dans le blog post de Jeff Barr qui annonce le nouveau service. C'est un truc super fun. Donnez ça à vos adolescents. Essayez-le. J'ai vu on a fait des bug bash, comme on dit en interne, donc on a joué en groupe avec cette application, on avait une demi-heure pour créer une appli, et puis on l'a présentée aux autres, etc. Et c'est incroyable, c'est le parfait exemple de quand on donne des outils intelligents à des gens, ils font des choses intelligentes ou amusantes ou créatives en tout cas. S'il n'y a pas de barrière à l'entrée, la créativité, votre créativité peut vraiment s'exprimer, et j'adore voir les applications qui sont partagées par mes collègues qui font avec PartyRock depuis quelques mois déjà qu'on teste ce nouveau service. Donc partyrock.aws, c'est l'URL, et dans les notes du podcast vous trouverez également l'URL vers le blog post qui annonce et qui vous montre comment ça marche. C'est super simple, c'est no code. Un enfant de 10 ou 15 ans peut l'utiliser. Attention, ce n'est que en anglais pour le moment. Ne me frappez pas, je suis juste le messager. Mais un enfant de 10 ans qui parle anglais peut l'utiliser. Voilà, c'est tout pour cette semaine bien chargée dans le petit monde d'AWS. La semaine prochaine, on parlera pas nécessairement cloud, mais stratégie de développement avec Git. Quelles sont les stratégies d'organisation, de workflow autour de cet outil irremplaçable et indispensable, en tout cas il est devenu indispensable, qui s'appelle Git pour contrôler vos code source. C'est le podcast de la semaine prochaine, et puis la semaine d'après ça sera Reinvent, où normalement vous allez trouver un podcast par jour avec les principales annonces de la journée à Reinvent. Mais ça c'est pour dans 2 semaines, on n'y est pas encore. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.